Catabolisme glycidique et régulation. Le catabolisme glycidique correspond à la dégradation des molécules de glucose permettant la formation de molécules riches en énergie, c'est-à-dire les molécules d'ATP. On va commencer par la première chaîne de réaction du catabolisme glycidique qui est la glycolyse. La glycolyse, donc, c'est la première voie catabolique des glucides. Elle est aussi appelée voie d'Emden-Meyerhof. Cette voie-là, ou bien cette série de réactions, s'effectue dans le cytosol de la cellule en présence des enzymes solubles et surtout en absence d'oxygène. Elle a comme fonction donc la synthèse, bien entendu, de molécules riches en énergie qui sont les ATP et aussi la formation de pyruvate qui va avoir plusieurs destinées au niveau cellulaire. Les réactions de la glycolyse, donc à partir d'une molécule de glucose, donc on aura la formation de pyruvate. Et bien entendu, il va y avoir consommation de 2 ATP et synthèse de 2 ATP plus une coenzyme réduite qui est le NADH+. Pour le détail des réactions, donc nous avons 9 étapes à partir du glucose, 3 réactions irréversibles et 6 réactions à l'équilibre. La localisation est cytoplasmique et les réactions se passent en anaérobie. Et donc en anaérobie, exemple des cellules qui subissent donc la glycolyse pour la synthèse de leur ATP, nous avons la cellule musculaire, parce que la cellule musculaire, elle a la possibilité de faire les deux métabolismes aérobiques et anaérobiques. Et aussi, nous avons le globule rouge qui ne possède pas de mitochondries et forcément, il se contente des réactions cataboliques de la glycolyse pour synthétiser de l'ATP. Donc en anaérobie, nous avons la formation de 2 pyruvates et nous avons la formation de 2 ATP, c'est-à-dire une quantité assez limitée en énergie qui est de l'ordre de 2 ATP. Par contre, en aérobie, les réactions de la glycolyse peuvent se poursuivre au niveau du cycle de Krebs, au niveau de la chaîne de transport d'électrons pour la synthèse de plus de molécules d'ATP. Alors, le bilan énergétique de la glycolyse, nous avons donc deux grandes parties. La glycolyse elle est divisée en 2 grandes parties. Nous avons la première partie qui correspond à l'activation du glucose avec consommation d'énergie, 2 ATP. L'activation du glucose, pour que le glucose puisse être dégradé, il doit être activé, c'est-à-dire il doit être phosphorylé. Donc nous avons, et pour cette phosphorylation, donc on aura besoin de 2 ATP. Alors, les 2 réactions de phosphorylation, la première étant le passage du glucose en glucose 6-phosphate et la deuxième, c'est la phosphorylation du fructose 6-phosphate en fructose 1,6-biphosphate. Après, donc, nous avons la deuxième étape qui est la formation du glycéraldéhyde. C'est-à-dire que on aura donc la synthèse du pyruvate et la formation de molécules riches en énergie, c'est-à-dire la formation de 2 ATP et la formation d'une NADH+ à partir de NAD+. Et ceci, bien entendu, par molécule de pyruvate. Parce que je rappelle qu'une molécule de glucose en se dégradant, donne lieu à 2 molécules de pyruvate. Et donc, par conséquent, au niveau donc, énergétique, donc, il va y avoir synthèse de 6 ATP par molécule de glucose.
Alors, la régulation de la glycolyse. Bien sûr, la glycolyse, c'est une fonction régulée. Donc, dans les conditions physiologiques, il faut bien que la glycolyse soit activée quand l'organisme a besoin d'énergie et inhibée quand l'organisme n'a pas besoin de cette énergie. Alors, on va voir à quel niveau s'effectue donc cette régulation. Alors, pour la glycolyse, les voies métaboliques et les enzymes qui catalysent les réactions irréversibles, ce sont bien les sites potentiels de contrôle, c'est-à-dire au niveau des réactions irréversibles que donc se passe la régulation. Donc, au niveau de la glycolyse, on met en évidence trois niveaux de réaction irréversible. Le premier niveau, la réaction de transphosphorylation du glucose en glucose 6-phosphate, qui est catalysée par la glucokinase ou l'exokinase, ça dépend donc de la nature de la cellule. Dans ce cas, l'exokinase, elle est inhibée par le glucose 6-phosphate, c'est-à-dire elle est inhibée par le produit de la réaction. Donc, si la cellule n'a pas besoin d'énergie, donc cette réaction, elle va être inhibée par l'accumulation de glucose 6-phosphate au niveau cellulaire. Le deuxième niveau de contrôle, c'est la réaction de transphosphorylation du fructose 6-phosphate en fructose 1,6-biphosphate qui est catalysée par la 6-fructokinase. Cette enzyme est inhibée par l'ATP, donc un excès d'énergie, le citrate qui est aussi générateur d'ATP, le glucagon au niveau du foie et l'adrénaline au niveau musculaire parce que ce sont des indicateurs, ce sont des hormones hyperglycémiantes et donc ils vont donc inhiber la glycolyse et ce niveau de contrôle il est activé par l'insuline et l'AMP cyclique. L'insuline qui est une hormone hyperglycémiante et l'AMP qui est aussi le produit de base pour la synthèse de l'ATP. Alors l'insuline, quand il est dégradé, ça veut dire que, ou bien ce n'est pas dégradé, mais quand il est déchargé, c'est un indicateur d'un excès de glucose dans le sang et du coup, donc un excès d'énergie. Le troisième niveau de contrôle, c'est la réaction de transphosphorylation de l'acide phosphoénolpyruvate en acide énolpyruvique catalysé par la pyruvate kinase. Et cette enzyme est inhibée par le pyruvate, produit de la réaction, l'ananine qui est un générateur de glucose, l'ATP qui est un indicateur d'un excès d'énergie et les NADH qui sont également des générateurs de H+, qui est une forme d'énergie potentielle pour la cellule. Alors, on retiendra globalement qu'il y a inhibition de la glycolyse lorsque l'organisme est en excès d'énergie et une activation de la glycolyse lorsque l'organisme est en déficit d'énergie. Maintenant, on va passer au métabolisme du pyruvate. Bon, on va voir le devenir du pyruvate. Après la glycolyse, donc le pyruvate, c'est un produit de la glycolyse. Donc à partir d'une molécule de glucose, nous avons la synthèse de deux pyruvates. Et pour leur destinée, c'est-à-dire leur devenir, donc dépend des conditions aérobiques et non aérobiques. Alors, dans les conditions aérobiques, le pyruvate aura différents devenirs suivant les besoins de l'organisme. Donc, le pyruvate, il va entrer dans la mitochondrie pour se transformer en acétyl-CoA. Je rappelle que pour la
transformation en acétyl-CoA, donc le pyruvate doit subir une décarboxylation, c'est-à-dire dégagement d'une molécule de CO2 pour qu'il y ait formation de l'acétyl-CoA. Et bien sûr, cette étape de synthèse de l'acétyl-CoA sera responsable de la synthèse d'une molécule de NADH+. Alors maintenant, l'acétyl-CoA, quel est le devenir de cet acétyl-CoA? Soit elle va entrer dans le cycle de Krebs pour continuer la glycolyse, d'accord? Soit elle va être un précurseur pour les réactions de synthèse. Alors, le pyruvate pourra également jouer un rôle dans la synthèse, dans les réactions de synthèse, particulièrement la synthèse des acides aminés. On verra ça, Inch'Allah, quand on étudiera le métabolisme des protéines. Maintenant, en anaérobie, alors le devenir de pyruvate en anaérobie, et le pyruvate aura différents devenirs suivant l'organisme dans lequel il se trouve. Par exemple, chez l'homme, particulièrement au niveau des muscles striés, la particularité chez l'homme de la musculature striée, c'est que ces muscles possèdent donc des enzymes leur permettant de passer d'un métabolisme aérobique à un autre anaérobique, donc de switcher entre deux métabolismes. Tout dépend donc des conditions où se trouve l'organisme. Par exemple, lors d'un effort physique très violent, donc c'est-à-dire un effort qui demande donc une synthèse très très rapide de l'ATP. Alors, dans ce cas-là, le pyruvate va être utilisé par la cellule musculaire pour donner du lactate. D'accord? Et ceci par la lactate déshydrogénase avec consommation d'une NADH+. D'accord? Alors, on a en formation de lactate. Après, donc, le métabolisme de lactate, il va aboutir à la formation d'une toute petite quantité d'ATP, mais qui est, si vous voulez, très rapide à être fabriquée. Donc, elle se fabrique très rapidement et donc elle permet donc une certaine forme d'énergie pour que le muscle puisse fonctionner. Donc, l'intérêt de cette réaction, bien sûr, après la synthèse du lactate, il y a aussi la synthèse d'une petite quantité d'énergie à partir du pouvoir réducteur de NADH. Donc, le NADH+, va redémarrer la glycolyse pour redonner le pyruvate. Alors, le lactate formé est envoyé continuellement vers le foie, permettant ainsi une production rapide d'énergie lors d'un effet important. Et donc, les fibres au niveau de notre organisme, donc les cellules qui sont, bien les organes qui sont en activité permanente et constante 24/24, telles que les fibres musculaires cardiaques, les cellules rénales, les cellules hépatiques. Donc, ils vont se servir de ce lactate pour produire de l'ATP. Alors, application aussi chez les micro-organismes, donc notamment chez le lactobacillus et le thermobacterium, qui peuvent dégrader donc le sucre contenu dans le lait. Bon, ces deux micro-organismes, ils se trouvent naturellement dans le lait et donc en présence donc du sucre de lait, ils vont dégrader le sucre qui se trouve dans le lait et le transformer en acide lactique, ce qui permet donc la coagulation naturelle du lait après un certain temps et bien sûr en anaérobie. Ce phénomène peut se voir aussi chez la levure de panification, Saccharomyces cerevisiae, pour faire lever le pain.
En anaérobiose, on peut avoir même une fermentation alcoolique, c'est-à-dire qu'à partir du pyruvate, il va y avoir d'abord une décarboxylation du pyruvate pour donner l'acétaldéhyde et grâce à l'alcool déshydrogénase, il va y avoir donc formation de l'éthanol. Donc formation bien entendu de l'alcool. Alors chez le levure, le pyruvate peut former l'éthanol, c'est la fermentation alcoolique avec consommation de NADH et formation de CO2 et d'ATP. Maintenant, on va nous intéresser donc à la poursuite donc, du catabolisme des glucides au niveau du cycle de Krebs, c'est-à-dire dans les conditions aérobiques, la glycolyse peut se poursuivre au niveau cellulaire via le cycle de Krebs et la chaîne de transport d'électrons pour la synthèse d'un maximum d'ATP. Alors, le cycle de Krebs, aussi appelé cycle tricarboxylique ou cycle de l'acide citrique, c'est la plateforme énergétique de la cellule qui continue le catabolisme des glucides après la glycolyse. Bien entendu, il se réalise dans la matrice mitochondriale, c'est dans la mitochondrie. Les cellules qui ne contiennent pas de mitochondries, telles que le globule rouge, ne possèdent pas de cycle de Krebs pour la dégradation des sucres. C'est aussi donc des réactions qui se passent en présence d'oxygène. Le cycle de Krebs a différents rôles. D'abord, la dégradation du substrat acétyl-CoA en CO2 grâce à l'oxygène. Deuxièmement, la formation de coenzymes réduites, NADH et FADH, et aussi des GTP, qui sont les équivalents des ATP. Et après, donc la prise en charge d'hydrogène et d'électrons riches en énergie par donc les FAD et les NAD au niveau de la chaîne respiratoire. Alors, comme vous le voyez, vous avez donc l'acide pyruvique qui provient de la glycolyse. Il va donc en présence d'oxygène, il va subir une décarboxylation, donc il y aura formation d'une molécule de CO2, il y aura formation de l'acétyl-CoA et il y aura formation de NADH+. Donc après l'acétyl-CoA, quand elle rentre dans le cycle de Krebs, c'est-à-dire quand elle rentre au niveau de la mitochondrie et quand elle va subir le cycle de Krebs, donc il va y avoir une série de réactions qui vont aboutir à la formation de l'acide oxaloacétique. Et cet acide oxaloacétique, il va donc se recombiner avec l'acétyl-CoA pour entamer un second cycle de Krebs avec la formation de l'acide citrique. Au cours des réactions du cycle de Krebs, comme vous le voyez, nous avons donc formation de 3 NADH plus H+, donc la première, la deuxième et la troisième. Bien sûr, plus une quatrième qui a été synthétisée lors de la transformation de l'acide pyruvique en acétyl-CoA. Et bien sûr, on a formation d'une FADH2. Donc, ces coenzymes réduites, ils vont vers la chaîne de transport d'électrons pour être de nouveau réoxydés et se transformer en NAD+, et en FAD+, c'est-à-dire se transformer en coenzymes oxydés. Ces coenzymes oxydés vont être utilisés de nouveau par donc les réactions du cycle de Krebs pour redonner les coenzymes réduites.
Et donc, au niveau de la chaîne respiratoire, ces coenzymes réduites vont être réoxydées pour fournir donc un maximum de H+, qui va servir donc pour la synthèse de l'ATP. Alors, l'acétyl-CoA au niveau du cycle de Krebs est une forme de transport des groupements acétyles qui provient du pyruvate. Et donc la première étape du cycle consiste à transférer ce groupement acétyl sur l'oxaloacétate pour former le citrate. Et le reste du cycle consiste à des transformations catalysées et donc à des décarboxylations pour former les molécules de CO2. La dernière étape, c'est la production de l'oxaloacétate qui peut ensuite réagir à nouveau dans la première étape avec un acétyl CoA et recommencer le cycle par la formation de citrate. En résumé, le cycle de Krebs peut se résumer dans l'oxydation de 6 carbones en CO2 parce que là, le cycle de Krebs s'effectue pour une molécule d'acide pyruvique, mais la molécule de glucose, elle donne 2 acides pyruviques. Donc, il y a formation il y a l'oxydation de 6 carbones en CO2. Alors, il y a synthèse d'énergie qui va être dégagée à partir des réactions du cycle de Krebs. Nous avons donc les GTP qui sont les équivalents des ATP en termes d'énergie. Nous avons la genèse des électrons et des H+, nous avons la genèse de coenzymes réduites qui sont les FADH et les NADH+, qui vont être métabolisés au niveau de la chaîne respiratoire pour former de l'ATP. Donc la métabolisation, c'est la réoxydation de ces NADH réduites pour donner des NAD+, et des FAD+, qui vont donc être réoxydés au niveau du cycle de Krebs pour redonner les NADH, etc., etc. Et donc le cycle se répète continuellement au niveau de la cellule. Alors pour la régulation du cycle de Krebs, la régulation c'est comme la glycolyse, donc il y a des niveaux de contrôle du cycle de Krebs, notamment nous avons au niveau de la quantité de substrat disponible pour faire fonctionner donc le cycle de Krebs. Si la quantité d'acétyl-CoA est faible, donc le flux de matière sera faible, et si la quantité d'acétyl-CoA sera donc important, à ce moment-là, le flux il va être important. Il y a aussi la disponibilité des coenzymes oxydés, des NAD+, et des FAD+. Si nous avons donc un excès d'énergie, ça veut dire un excès de NADH+, à ce moment-là, donc on va avoir donc une diminution de NAD+ pour réguler un peu cet excès d'énergie. Et si l'activité cellulaire est intense, donc à ce moment-là, il faut que ça soit donc régulé, et donc on aura une diminution des NADH+, et une augmentation de NAD+, pour faire fonctionner donc le cycle de Krebs. Et bien sûr, le troisième contrôle, il s'effectue au niveau donc des enzymes du cycle de Krebs, et donc toujours comme pour la glycolyse, au niveau des réactions irréversibles, et par une inhibition des enzymes des réactions irréversibles comme pour la glycolyse. Alors, pour expliquer ça, donc pour la formation de citrate à partir de l'acétyl-CoA, l'enzyme est la citrate synthésase qui va être inhibée par le NADH+, et par le citrate qui est un inhibiteur de l'oxaloacétate. Là, donc, on parle
donc des niveaux de contrôle, c'est-à-dire niveau des réactions irréversibles. La première réaction, c'est la formation donc du citrate à partir de l'acétyl-CoA. Et donc l'enzyme responsable, c'est la citrate synthétase. Donc cette enzyme-là, elle va être inhibée par la NADH+, et par le citrate lui-même pour qu'il y ait donc inhibition donc du cycle en général et notamment de l'oxaloacétate pour qu'il n'y ait pas de redémarrage du cycle de Krebs. Alors, la deuxième réaction, c'est la formation de l'alpha-cétoglutarate qui va être inhibée par l'excès d'ATP. NADH+ est activé donc par un manque d'énergie sous forme des ADP. Le troisième niveau, c'est la formation du succinyl-CoA qui va être inhibé par la NADH, par un excès d'énergie sous forme de NADH+, et par le produit de la réaction qui est le succinyl-CoA. Donc, pour revenir au rôle du cycle de Krebs, c'est en plus de fournir de l'énergie pour les cellules, il peut fournir aux cellules des intermédiaires pour la biosynthèse. Donc, exemple, donc, la synthèse des acides aminés à partir de l'alpha-cétoglutarate et synthèse de glucose et synthèse des acides gras par la bêta-oxydation. Alors, la dernière étape de la synthèse de l'ATP, c'est la chaîne respiratoire et le devenir du CO2. Donc, avant d'entamer la chaîne respiratoire, nous allons parler d'abord du CO2. On sait très bien que le CO2, c'est un déchet métabolique de la cellule, donc il doit être éliminé. Donc, le CO2, il est formé donc, pendant le cycle de Krebs et donc pour qu'il soit éliminé de l'organisme, les molécules de ce gaz-là doivent quitter les mitochondries d'abord, doivent diffuser d'abord à travers le cytosol jusqu'à la membrane plasmique, puis donc intégrer la circulation et finalement le CO2 va être transporté par le sang jusqu'au poumon. C'est là-bas où il va être exhalé et éliminé donc par la respiration. Donc ça c'est la première des choses. Après, donc on va parler de la chaîne respiratoire. Donc la poursuite des réactions du cycle de Krebs, c'est la réoxydation des coenzymes ROD8. Donc les enzymes qui ont été réduites au cours donc, du cycle de Krebs, ils vont être réoxydés au niveau de la chaîne respiratoire. Leur oxydation va permettre donc de la synthèse de NAD+ et un maximum de H+. Donc, cette réoxydation, elle va s'accompagner de la création d'ingrédients transmembranaires de protons, et ceci donc au niveau de l'espace intermembranaire de la mitochondrie. Donc, ce gradient de H+, c'est une forme de stockage de l'énergie contenue dans les coenzymes. Et donc, ce gradient de protons va servir pour la fabrication de l'ATP. Donc, il va être utilisé par l'ATP synthétase pour donc transformer les ATP en ATP. Donc, ce mécanisme de phosphorylation oxydative a été découvert par Peter Mitchell, ce qui lui a valu le prix Nobel de chimie en 1978. Alors, schématiquement, vous voyez là, vous voyez, ça c'est la mitochondrie, ça c'est la membrane externe de la mitochondrie, ça c'est la membrane interne de la mitochondrie, ça c'est la matrice mitochondriale. Et donc, à ce niveau-là, nous avons donc les coenzymes réduites NAD+,
une ADH qui vont être réoxydés, donc ils vont donner les NAD+, plus H+, et ils vont donner donc ces H+, là, ils vont être acheminés vers l'espace intermembranaire où ils vont se rassembler pour former un flux de protons qui vont donc réintégrer la matrice mitochondriale pour synthétiser de l'ATP grâce à l'ATP synthétase à partir de l'ADP. Et bien sûr, il y aura aussi formation de molécules d'eau. Ces molécules d'eau, ce sont ces lots métaboliques. Maintenant, on va voir une voie annexe du catabolisme des glucides, c'est la voie des pentoses phosphates. C'est une voie qui est très intéressante dans la mesure où elle participe donc aux réactions de l'anabolisme et notamment pour la synthèse des acides gras et des lipides en général. Aussi, cette voie-là, elle participe donc à la biosynthèse des acides nucléiques qui sont l'ADN et l'ARN. Donc, c'est une voie qui se réalise au niveau donc, du cytoplasme et qui a pour rôle la synthèse donc des pentoses phosphates qui sont indispensables à la biosynthèse d'acides nucléiques ADN et ARN. La synthèse aussi de NADPH, H+, qui sont nécessaires aux réactions de biosynthèse, notamment la biosynthèse des lipides. Alors, la voie des pentoses, elle a donc comme rôle principal la production de NADPH, H+, qui vont servir pour la synthèse des acides gras et des stéroïdes, et ils vont aussi être utiles pour la réduction du glutathion. Le glutathion, c'est une protéine qui est responsable de nettoyage au niveau du foie, de nettoyer les cellules de notre organisme des toxines. Donc, c'est une protéine ou bien c'est une substance qui permet l'inactivation de composés toxiques et donc la détoxification, notamment la détoxification des peroxydes, donc de H2O2, et particulièrement au niveau des globules rouges. Et donc la forme réduite du glutathion, c'est la forme active pour neutraliser les peroxydes et les radicaux libres au niveau cellulaire. Deuxièmement, le rôle de cette voie, c'est la production de ribose 5-phosphate qui sont nécessaires pour la synthèse des nucléotides et des acides nucléiques. Alors, la voie des pentoses, pour récapituler, la voie des pentoses phosphates se déroule dans toutes les cellules, donc c'est une voie ubiquitaire. Elle est localisée dans le cytoplasme où le NADH+ est nécessaire, parce que le NADH il est nécessaire pour les réactions de l'anabolisme, donc de biosynthèse, et les réactions de biosynthèse, ils s'effectuent au niveau du cytoplasme. Donc, l'activité de la voie des pentoses est différente d'un tissu à l'autre en fonction des besoins. Donc, et au maximum 10% des molécules de glucose s'engagent dans cette voie. Alors, il faut noter que la voie des pentoses phosphates est étroitement imbriquée avec la glycolyse, c'est-à-dire c'est une voie qui est parallèle à la glycolyse et donc elle se passe au même endroit, il se passe à peu près dans les mêmes conditions que la glycolyse. Alors, nous avons dit que la voie de pentose est une voie ubiquitaire. Alors, au niveau du foie, elle participe à la synthèse des acides gras et des stéroïdes. Au niveau du tissu adipeux, donc la synthèse des acides gras. Au niveau des glandes mammaires, la synthèse des acides gras, surtout au cours de la lactation. Et au niveau des tissus stéroïdogénèse, c'est-à-dire les testicules, ovaires, corticocéreinales, placenta, la synthèse des stéroïdes.
Au niveau du globule rouge, la réduction du glutathion. Donc la réduction du glutathion, c'est en effet la forme réduite du glutathion qui est efficace pour neutraliser les molécules réactives contribuant au stress oxydant. Alors le bilan énergétique du catabolisme glucidique en anaérobiose, donc bilan de la glycolyse, formation de 2 ATP et d'une NADH+, qui sont utilisés dans la formation de l'acide lactique. Le bilan du catabolisme du pyruvate, catabolisme impossible en anaérobie. Le bilan du cycle de Krebs en anaérobie, le cycle de Krebs ne fonctionne pas. Bilan de la formation de lactate, les 2 molécules de pyruvate formées par la glycolyse sont dégradées en lactate nécessitant chacune un NADH, H+, se former lors de la glycolyse. Alors, le bilan global de la dégradation d'une molécule de glucose en anaérobie est donc de 2 ATP qui sont immédiatement mobilisables. En aérobie, bilan de la glycolyse, formation de 6 ATP, bilan du catabolisme de pyruvate, formation de 3 ATP par molécule de pyruvate et donc de 6 ATP pour une molécule de glucose. Bilan de cycle de Krebs, 12 ATP par molécule d'acétyl-CoA et donc 24 ATP pour une molécule de glucose. Et le bilan global théorique de la dégradation d'une molécule de glucose en aérobie est donc de 36 ATP qui ne sont pas immédiatement mobilisables car la majorité des ATP formés proviennent de la phosphorylation oxydative. Vous avez les détails sur ce tableau-là, donc il faut le lire attentivement et vous allez donc vous retrouver dans vos comptes. Voilà.